On est en route pour le lac Balkach. Notre LG Cruiser, il y a un peu de route. C'est légèrement chaotique, même s'il n'y a que peu de bornes. Ça va nous prendre 10 heures pour y aller. J'espère que je passe. Je suis pas sûr. Ça chatouille les fesses. Ça chatouille les fesses grave. J'ai toujours rêvé de faire un périple en 4x4 comme ça, et le faire dans ces conditions en plus pour aller voir des spots aussi ouf, c'est vraiment incroyable. On prend la route, ce qu'on n'est pas rêvé. Depuis plus de 30 ans, les navettes spatiales du projet Buran de l'URSS reposent dans un hangar aux confins des steppes du Kazakhstan en Asie centrale. Notre objectif est d'infiltrer la base en conditions hivernales, photographier les navettes et, si la chance nous sourit, assister depuis le toit du hangar au prochain lancement de fusée vers la Station Spatiale Internationale. Évidemment, on a choisi les pires conditions possibles. Il nous faudra survivre en autarcie pendant 4 nuits par moins 15 degrés, sans compter les profondes empreintes de nos pas dans l'épais manteau neigeux qui recouvre les steppes actuellement. Ce faisant, il nous faut un architecte, quelqu'un avec une parfaite connaissance des lieux qui nous donnera un coup d'avance sur les patrouilles armées. David de Rueda, ami et photographe de talent, est l'un des premiers à avoir découvert l'endroit. On a choisi de mener cette ultime aventure, la quête finale de l'exploration, ensemble. Notre histoire commence donc sur les rives du lac Balkach, sur les traces du système d'alerte précoce de l'URSS. Ce qu'on savait pas avant d'être sur place, c'est que l'armée russe en contrôle toujours officieusement une partie. Nous sommes en route pour un spot qui s'annonce assez joli. Si on arrive à y aller, parce que là la neige fond pas mal. En fait, avec la fonte des neiges, les rivières ont emporté la route, donc elle est barrée devant nous, et les mecs sont en train de refaire un pont. La route est bloquée, on va devoir faire demi-tour. Le détour, il est gigantesque, on se dit bon, on va peut-être attendre que les mecs finissent le pont, tu vois, c'est peut-être le plus logique quelque part. Disons qu'ils étaient efficaces, tu vois, vraiment, en 3 coups de pelleteuse, ils avaient commencé à mettre l'espèce de gros tuyaux pour faire passer l'eau, remettre du gravier, et t'as ce mec qui nous dit ouais, dans 6 heures c'est prêt, genre en mode... On a le temps ici. Non, nous on n'a pas le temps, on doit arriver dans notre ville secrète, tu vois. On a des bases secrètes à explorer, les amis, ça rigole pas ici. Je pensais qu'ils allaient creuser les tuyaux, et en fait non, ils sont en train de reboucher le gap de la route. Donc ça sert pas mal du tout. Et donc là on attend. Au bout d'un moment, Clem me dit attends, j'ai regardé le truc au drone, ça a l'air de passer un peu plus loin en mode gain dans la rivière. C'est parti, vas-y. Donc moi je suis écoute, tout terrain, moi j'adore ça, c'est parti. Et en fait je me rends compte en arrivant aux abords que c'est marécageux, boueux, je manque de m'enfoncer dans le truc, je suis putain, demi-tour, c'est mort. On doit finalement faire le détour faramineux, ça nous apprendra. C'est bas. On peut enfin arriver dans la ville secrète de Priozersk. Dites-vous que cette ville est restée inconnue du grand public jusqu'en 2005. Et avant de s'appeler Priozersk et d'apparaître sur une carte, son nom c'était site de recherche d'État numéro 10. En Union soviétique, c'était pas si rare d'avoir des bases militaro-scientifiques avec des noms de code inaccessibles. Les habitants des villages alentours, ils avaient même pas accès à Priozersk. Et ça a duré jusqu'en 2005, donc bien après la chute de l'URSS. Tout simplement parce que Priozersk, c'était avant tout le centre administratif d'une base beaucoup plus large, Sari Chagan, dans laquelle l'URSS a mené bon nombre d'essais sur leurs missiles antibalistiques. Et comme d'habitude, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est la guerre froide, les deux blocs se font face, et il y a une émergence d'une nouvelle technologie, les missiles intercontinentaux, et donc plus aucun territoire n'est à l'abri. Du coup, la première puissance qui maîtrise cette technologie prend un avantage certain sur l'autre. Et donc face à cette nouvelle menace, la seule manière de se défendre efficacement, c'est d'une, l'information, et de deux, l'interception. Concernant l'information, il faut savoir d'où part le missile, où est-ce qu'il va et quelle est sa trajectoire. Et donc ça a mené à la recherche de nouveaux radars super performants, les radars Don, Dniepr et Dunay, qui vont être mis un peu partout en URSS parce que à cette époque-là, je vous le rappelle, l'URSS est convaincu que le bloc de l'Ouest est en train de le prendre en étau. Donc ils vont mettre quelques radars en Ukraine, beaucoup autour de Moscou pour surveiller un peu une agression européenne. Ils vont en mettre pas mal aussi au Kazakhstan pour surveiller ce qui se passe sur leur flanc sud, au niveau du Pakistan, de l'Inde et de la Chine. Et évidemment, ils vont en mettre aussi pas mal côté Pacifique, là où ils font face directement à l'Amérique.
Donc nous, ce qu'on vient chercher ici dans les steppes kazakhs enneigées, c'est les vestiges, les premiers prototypes de ces radars qui ont équipé toute l'URSS et dont d'ailleurs les modèles les plus aboutis sont à l'heure actuelle encore en service autour de Moscou. En chemin pour une base de ces fameux radars, on voit à l'horizon une antenne qui semble monter quand même pas mal haut. Et dans une steppe aussi rase, prendre de la hauteur, c'est une vraie aubaine. Donc là, on se dit, hop, on va la grimper. C'est pas aussi simple que ça, puisque les premiers barreaux de l'échelle sont sciés, comme d'hab, donc faut négocier une grimpe. Tiens. Ça va Worms. Avec le sac et les habits de neige, ça passait pas du tout. Mais lui, il est pas non plus dans un meilleur business parce que je pense qu'en vidéo ça sort bien, mais en vrai je transpirais un peu parce que au-delà des sacs, c'est aussi l'équipement en fait pour l'hiver. Hein. On se tape parfois des -5, -10 et ouais, transpiration un peu. Quand t'as pas les baskets, c'est pas la même. Ah, c'est ghetto ça. Le mec, appelez-le Indiana Jones. Pourquoi tu t'es mis dans le rouge d'un coup comme ça? Non, je suis dans le... Une main peut-être? Non, ça va, je suis dans le bleu là. Mais je t'avoue que putain, les chaussures de la rando et tout là. Non mais c'est vrai que c'est flippant ce truc là, il bouge, tu vas quelque part, t'es même pas sûr c'est accroché là-haut. Et t'avais ce feeling de avant-arrière où à tout moment ça se brise. Et moi je calculais en mode, alors là si ça casse, comment c'est foutu le truc, ah peut-être que je meurs pas tout de suite, peut-être que je peux me raccrocher, enfin tu commences à te faire des scénarios de catastrophe fin du monde, tu vois. Évidemment, sac plus boîtier, c'est la galère de faire. Nickel. Il nous en reste une avant d'être on top. Oh là là, je te jure, ça fait palpiter. L'échelle elle bouge. Ça me fait tellement penser à celle de Duga 3. Et Tchernobyl, c'est le même vibe. Ah oui. Eh ma petite cahute, à l'abri du vent, ça campe ou quoi? En vrai, est-ce que tu penses que c'est Kiefer et s'était mis une petite tyrolienne pour évacuer le site? En vrai, moi, si ça m'appartient, je fais ça. On arrive enfin en haut, donc on a la vue sur tout le site, comme ça on repère un peu les points d'intérêt qu'on veut aller visiter. Et surtout, en fait, juste devant nous, il y a une enceinte avec une petite base, quelques paraboles, c'est super joli. Et donc là, c'est l'occasion de sortir le drone pour faire un peu les photos, le repérage. Et on fait comme ça quelques photos très cool déjà, nous, sur notre antenne. Et puis, toutes les paraboles qu'on peut pas visiter concrètement en tant qu'humain, on envoie le petit robot volant pour capturer les images. Direction le village détruit qu'on voit à l'horizon qui présente une jolie parabole un peu dans l'esprit du P14 Lena d'Explore. Et donc on explore, on fait des photos, franchement on se régale, c'est parmi les premières du trip donc c'est toujours cool de se remettre un peu dans le bain. On a trouvé là une image plutôt sympa, on va profiter de l'énorme trou là qui a été laissé par une espèce de DCA ou radar parabole qui tournait en tout cas. Et je pense qu'avec une petite frontale rouge, Clem tu vas être top juste là. Là, je suis à 10 secondes de pause. J'adore cette lumière entre chien et loup. On va essayer de travailler au plus vite pour la garder. ISO 400, une ouverture f4. Et vous allez me féliciter, j'ai investi en catastrophe juste avant le trip dans une petite télécommande qui me permet de déclencher sans faire bouger l'appareil. J'avoue, c'est plutôt cool après toutes ces années sans l'utiliser. Et il faut savoir que tout ce projet de radar là, qui s'étend sur la côte du lac Balkach, c'est un des projets les plus coûteux de l'URSS. Il a été localisé ici car 330 jours par an, le ciel est dégagé. Donc là on est tombé dans les 30 jours où c'est un peu pourri. On n'a pas de chance, mais on fait avec en photo. Fait une pause très longue. On va partir sur 30 secondes, donc Clément ne devra pas bouger.
avec un éclairage vraiment minimaliste puisqu'il s'agit donc de la Lune, d'une toute petite loupiote là-bas qui nous éclaire le radar, et évidemment d'une lumière rouge pour découper Clément sur la porte. On essaye ça comme ça. Ok, prêt? Cet endroit, près de la ville de Priozersk, se trouve dans la région de Betpak-Dala. Littéralement, en kazakh, ça veut dire la steppe de la faim. C'est vrai qu'il y a des kilomètres et des kilomètres, c'est du désert, c'est de la steppe, c'est le vide, il n'y a rien du tout. Et là, quand c'est gelé, c'est à la fois très beau, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est vraiment perdu en plein milieu de l'Asie centrale. Moi, c'est une belle découverte. J'étais jamais venu ici, et franchement, on a croisé que des gens hyper sympas, jusqu'à présent. Le truc, c'est que le site s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, avec une diagonale de 480 km. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la chose, et jusqu'à présent, on n'a parlé que des radars, de la partie information. Mais l'étape d'après, c'est l'interception. Une fois que le missile a été détecté, comment est-ce que tu le fais exploser avant même qu'il touche ton territoire ? Et c'est là où l'URSS a profité de ces grandes plaines kazakhes, qui sont souvent désertiques, inaptes à l'agriculture et même impropres pour les troupeaux de pâturage. Et sans entrer dans le détail, à l'époque, tout le guidage des missiles antibalistiques se faisait par ondes radio, qui sont pas très précises, et il fallait des grandes plaines avec très peu d'obstacles, très peu de perturbations, et c'est pour ça que les steppes kazakhes remplissaient toutes les cases. Et donc là, vous allez me dire à juste titre, quel est le rapport avec Baïkonour si bien teasé en début de vidéo? Et bien justement, tout le développement des systèmes antibalistiques est très étroitement lié au développement des fusées spatiales. C'est pour ça que Baïkonour et Sarychegan étaient en étroite relation pour avoir une technologie commune. Et en plus de tout ce maillage de radars, dès les années 80, l'URSS a entrepris un grand nombre de lancements de constellations de satellites pour pouvoir détecter n'importe où sur la planète tout lancement de missiles. Et pour vous montrer l'extrême importance stratégique de cet endroit, en 1998, le SIOP, qui est une planification stratégique qui précise où et quand les armes nucléaires des États-Unis doivent être utilisées, et ce fameux SIOP a placé cet endroit-là qu'on s'apprête à explorer comme étant un objectif prioritaire. En d'autres termes, les États-Unis avaient prévu d'y envoyer 69 ogives nucléaires consécutives. Le lendemain matin, on arrive dans un spot avec un radar magnifique, avec un bâtiment un peu plus loin où il y a un truc caché à l'intérieur. On a rarement vu cette structure, donc c'est hyper intriguant, on a envie d'aller voir l'intérieur. Le mec, c'est Mr Bean en exploration, quoi. J'ai pas fait exprès, chef. Je fais des blagues malgré moi. Ça ressemble plus à un vieux panneau publicitaire où ils auraient retiré les pubs, en fait. C'était quoi l'équivalent Coca-Cola au Parti communiste? Coca-Cola. On y va de bon cœur, on se dit c'est un truc d'il y a 60 ans. Et de quelques archives d'un mec russe qui était allé il y a quelques années, c'était 100% abandonné. Il n'y a pas grand monde dedans, il n'y a même personne. Par contre, il y a effectivement une caméra sur le toit où j'ai bien zoomé, elle est bien branchée. Et sachant que sur la partie haute du bâtiment, il y a des cartons qui remplacent les vitres cassées, tu vois. Donc signe que c'est pas actif, sinon ils auraient remplacé des vitres. Je pense vraiment qu'on peut tenter. C'est vrai que quand tu y penses, en fait, une caméra dans un endroit aussi perdu, aussi pourri. Mais on se dit, une caméra devant, peut-être que l'arrière c'est pas gardé, ils s'en foutent de l'arrière, c'est un vieux truc. Parce que dans notre esprit, c'était vraiment un vieux programme de recherche abandonné, quoi. On s'est dit quoi, la thermique? Ça dit que c'est froid apparemment. Si c'est froid, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Comme il fait froid ici, s'il n'y a pas de chauffage, c'est qu'il n'y a personne. Donc peut-être qu'on peut s'approcher. Ouais, il y a moyen. Il y a potentiellement personne. Ouais. Vu qu'on est en plein jour, très visible, et que ça fait quand même un bon 20-30 minutes qu'on fait une approche, qu'on fait des photos, on se dit que s'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Pourquoi il y aurait des gens plus tard ? On arrive au barbelé, et moi j'ai une petite réticence déjà. J'étais pas super serein. On rentre dans le truc, bon ok machin, on commence à travailler en photo. Tu vois, je prends sur moi, je mets de côté mon intuition. J'arrive au pied du truc, je vois pas caméra à gauche, caméra à droite. Faut préciser des caméras neuves. Tu vois, c'est pas des caméras d'il y a 60 ans, c'est des bien blanches, 3.6 et tout. Elles sont nickel chromus. Donc les gars, on se casse. Bon ok les gars, en fait il y a des caméras que j'avais pas bien vues, donc on va essayer d'aller faire au plus vite quand même, histoire de pas passer trop d'années ici quoi. Traînons pas, ça vous chauffe? On se casse? Au moment où je dis les gars on se casse, je me tourne vers la gauche et là je vois deux militaires qui ont vraiment pas l'air contents de nous voir, qui marchent vers nous. Là je suis en mode oh là 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 là, le remake d'Explore, ça sent pas bon.
Et donc quand on se fait arrêter, Paul est un peu devant, donc les mecs qui me voient pas trop, moi je suis derrière un recoin de mur. J'en profite pour sortir une GoPro Ninja pour capturer toute la scène. J'aurais adoré vous montrer les images, mais vous allez comprendre juste un peu après pourquoi on n'a pas les images de cette GoPro. Et du coup, on a ces deux mecs qui nous emmènent. Et bon, déjà sur les écussons, on voit que c'est des mecs un peu bas gradés, donc on se dit bon, c'est peut-être pas si grave. On essaie de négocier en mode bon, on savait pas, on est des touristes, on fait des photos. Est-ce qu'on on voulait pas déranger, est-ce qu'on peut se casser? Et là, les mecs sont vraiment pas chauds. Non, on va devant. Mais comme d'hab dans cette situation, les gars ils sont non, on va juste regarder devant, machin, on discute et puis vous partez. En fait, très rapidement, on comprend que c'est des Russes. Nous, on s'attendait à tomber sur des vieux Kazakhs qui s'en battent un peu les couilles de leur ruine. Ouais. Et là, c'est pas du tout le cas. Il faut se dire que quand t'es dans une zone militaire et que c'est des militaires russes, t'es sous les lois de la Russie. T'es pas sous les lois kazakhs. Donc là, en fait, vis-à-vis du contexte global avec l'Ukraine et compagnie, vis-à-vis de notre passif avec l'Ukraine, on veut pas voir des Russes en fait, et là c'est des problèmes, mais des très gros problèmes qui arrivent. Et là t'es en mode, ah la connerie, on est même pas à Baïkono, on s'est fait taper dans un truc random, tu vois, parce qu'on pensait pas que c'était aussi sensible que ça, quoi. T'as pas envie de te partir en camp, ils ont des tonfas, ils sont quand même tu vois, chez eux. Une longue route jusqu'à la voiture, et en fait la voiture, le seul chemin pour sortir de là où on était, c'était devant la base, donc délit de fuite, alors que t'es rentré dans une base russe, a priori en activité, c'est peut-être pas la meilleure des idées, tu vois. Ouais, c'est quand même mieux de s'expliquer. Donc là, on arrive à l'entrée devant eux et en fait, on se rend compte que ouais, en fait, c'est même carrément actif, quoi, ce truc-là, et qu'on a vraiment pas assez bien, je pense, ouvert les yeux. On devait pas être réveillé avec la fatigue de la route parce qu'il y avait 1000 indices pour voir que ce truc est super actif et super russe, en fait. Et donc les deux mecs qui sont un peu jeunes sont pas méchants, mais forcément ils appellent leur supérieur. Donc t'as un gars qui arrive avec beaucoup plus d'étoiles déjà sur les cuissons, et lui il rigole pas du tout, il commence vraiment à nous embrouiller tout. Nous on parle pas russe, et juste la barrière de la langue en fait on peut même pas commencer à expliquer, tu vois, tout de suite à part et tout. Lui il sort le téléphone, il appelle d'autres supérieurs, et en fait on sent que la situation nous échappe. No screen. C'est le même scénario qu'on a déjà eu en Ukraine, on s'était fait arrêter aussi, c'était... T'as un mec qui vient grader, un plus haut gradé, encore un plus haut gradé, et puis après t'as le mec en civil qui est au-dessus de tous ces mecs-là, et lui c'est les problèmes. Lui c'est, tu sais pas ce qu'il fait comme travail. Et là t'es pas serein du tout. Ils prennent les passeports, ils commencent à checker que toi et moi on est plutôt allé pas mal de fois en Ukraine. Ils sont en mode mais pourquoi t'es en Ukraine en fait? Pourquoi maintenant t'es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez vu sur la chaîne, moi j'y suis allé en novembre et là il voit les tampons tout frais et du coup le mec me prend à part et il me dit pourquoi t'étais en Ukraine en novembre en fait? Bah les amis, je suis en mode ok, en fait là on va pas voir la lumière du jour pendant pas mal de temps, ça me fait un peu chier quand même. Et là d'un coup, le soulagement est que la police kazakh arrive. Moi je suis en mode ok, si les Kazakhs sont là, déjà ils vont peut-être pas nous emmener dans la base de Russes, ils ont peut-être un espoir de s'en sortir en discutant. En fait c'est la seule possibilité de sortir de ce piège qui se referme de plus en plus, sauf que rapidement en fait, le flic kazakh qui est... J'ai l'impression qu'il se la joue un peu good cop, bad cop, tu vois. Et le mec en mode good cop, il nous donne des petits conseils en mode c'est chaud, mais quand il nous dit c'est chaud, il dit pas je vais vous aider, il nous dit juste... En fait, il nous fait ça pour symboliser la prison, et il nous fait ça et ça, genre 10 ans de prison parce que vous êtes là. Mais 10 ans ou 10 jours? Dis-moi, copain. Et donc, les mecs comprennent la situation, acceptent de penser qu'on est seulement des touristes un peu téméraires, et ils commencent à fouiller les sacs un par un. Le problème, c'est qu'on a des images qu'il faut pas trouver. Ils nous disent, ok, vous supprimez toutes les images. Donc là, t'es en mode, ok, c'est mon seul moyen de sortir d'ici, supprimer les images, mais je vais supprimer les images. Mais là, je suis en mode... content que ce soit la punition. Tu vois, j'étais très content que ce soit que ça la punition. Moi, je dis à Cam, mais t'inquiète, supprime tout ce que tu veux, juste formate pas. J'ai un super petit logiciel qui va nous permettre de tout récupérer. Et là, je pose l'appareil photo, et en posant l'appareil photo, il y a un rec qui se lance, une mauvaise manipulation de ma part, et ce fichier vidéo, bon, c'est bien parce qu'il nous permet à la fois d'avoir les silhouettes, dans le gros plan, ouais. Exactement, mais il réécrit par-dessus mes photos, et il tourne pendant assez de temps pour réécrire sur la quasi-totalité de mes images. Et puis pareil, les GoPro, ils nous font tout supprimer, et en fait, pour eux, du coup, supprimer, c'était pas assez, ils ont voulu qu'on formate les cartes. Donc là, pour le coup, les GoPro étaient foutus. En tout cas, j'ai l'impression qu'on arrive à sortir libre de cette affaire. Ouais. Libre.
c'est un bien grand mot parce que maintenant on se retrouve dehors avec les policiers kazakhs. Les policiers kazakhs qui sont pas vraiment très chauds pour nous laisser filer comme ça. Il y a un moment donné, les mecs ils insistent un peu en mode... Faut rendre les passeports maintenant les gars. Ouais c'est ça, je vous rends les passeports mais donnez-moi un petit souvenir que je me rappelle de vous, tu vois. Le problème c'est qu'on n'a pas d'argent en fait. Le moins cher que j'avais acheté c'est une GoPro et une GoPro mec c'est déjà 350 balles, tu vois. Moi je prends ma pince Laserman qui m'a quand même superbement servi plein de fois dans ma vie et je le donne au gars. Elle me dit ah ouais mais moi c'est un souvenir pour moi, il faut un souvenir pour mon copain aussi. Et là je regarde et au moins j'ai une frontale qui marche à moitié, je suis bon allez vas-y. Ouais puis celle-là vraiment elle a bien vécu, enfin c'est une frontale qu'on a depuis 10 ans. Bon, après avoir fait le deuil de mon Laserman et accueilli avec joie notre liberté retrouvée, ouais, je vous l'accorde, c'est pas passé très loin cette fois. J'ai vraiment senti ma chance m'abandonner. Bon, il semblerait que nous soyons enfin prêts pour attaquer l'infiltration du cosmodrome de Baïkonour. Les conditions hivernales extrêmement rudes pour cette tentative font de la traversée des steppes un réel challenge. Grâce à David, avant même d'entrer dans le hangar, on connaîtra l'endroit de l'intérieur. Ça nous permettra de jouer avec l'architecture pour justement se jouer des gardes. C'est un atout stratégique décisif. Ça me rappelle Bogota 87. Les mêmes conditions météo. On prend donc la route direction la ville de Baïkonour, mais on ne va pas s'arrêter dans cette ville parce que c'est une ville qui est encore interdite. Donc nous l'idée c'est qu'on prend la route principale qui y mène, mais à la dernière minute en fait on peut bifurquer dans les steppes parce que les 3/4 du pays c'est vraiment de la plaine, il se passe rien, tu vois jusqu'à l'horizon. Et là justement on emprunte ce manteau neigeux pour essayer de suivre les pistes et se rapprocher le plus possible parce que si vous voulez le cosmodrome de Baïkonour c'est plus de 5000 km², donc c'est immense. Avec 70 km là-dedans, je vais te dire un truc, je regarde un peu le terrain devant. Notre copain, il est déter de ouf. Ça faisait longtemps que je voulais faire un périple en 4x4. Je crois que là, on est servi. La neige, nous, on voulait absolument y aller dans ces conditions parce que pour l'esthétisme, c'est vachement joli. Mais ça s'est révélé être un réel problème, surtout qu'on a commencé à s'enliser avec le 4x4. Et plus le temps passait, plus on commençait à galérer et vraiment s'enfoncer dans les chemins. Là, il y a beaucoup trop de neige. On va devoir essayer de creuser la voiture pour trouver un moyen de passer. L'idée, c'est qu'on parte là et qu'on monte pour quitter vraiment la zone là de merde et aller sur du plat. Allez. Et là, on se dit, merde. On a fait genre un tiers du chemin, il nous reste encore beaucoup à faire avant d'être au point où le mec doit nous dropper. On a un peu la sueur. Faut vite sortir le 4x4 avant qu'il fasse nuit en fait. Ah putain la galère. C'est un mec à cheval ça là-bas? Ouais, enfin à cheval je sais pas, ou à pied. C'est pas bon signe ça non? Je sais pas. Il a l'air d'avoir un talkie-walkie. J'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un, il est au téléphone je pense. Moi je dirais que c'est un mec qui s'est planté avec son camion, qui a plus à bouger comme nous et qui va vers la route. Change de LED. J'espère que c'est ça. Le mec sort de nulle part, il galère à marcher dans la neige. Et on se dit, si ça se trouve, c'est comme la zone 51, t'as des sentinelles qui sont avertis plus de 50 km en avance, et les mecs viennent à toi directement, tu vois. En fait, c'est un local, un mec qui apparemment a des chevaux, il commence à nous aider. Il commence à essayer de déneiger la voiture, il creuse pile au bon endroit. Ça se voit que le mec connaît son terrain, et comme ça, on essaie de sortir du chemin principal sur lequel on s'était embourbé pour aller rouler juste dans la steppe où le manteau neigeux est un peu plus fin. C'est rigolo parce qu'on a gagné un aventurier, je crois qu'il part avec nous faire l'aventure. Et si tu veux, c'est un peu le maître des steppes. Une fois qu'il a compris, quand on allait au hangar avec les navettes Buran, il me fait « Si tu vas là-bas... » Oui, c'est vrai qu'il nous fait signe. Il me fait... Notre chauffeur, il dit « Les gars, en fait, on s'est tanké là. Après, il y a encore plus de neige. Moi, j'avance pas. » Moi, je dis « Attends, on est à combien de kilomètres ? 40 ? Ouais. Franchement, avec un peu de motivation. » Tu marches à quelle vitesse là-dedans? 3 à 4. 3. Ça fait 13 heures. Il avait pas moyen de gratter sur le tout droit 5-10 bornes pour n'avoir que 30. Si là on va tout droit, on va droit sur la base. Ouais, mais on est une voiture blanche sur de la neige. Ça se voit pas. Alors certes, ça se fait en temps normal, il n'y a pas de galère 40 km. Tchernobyl, c'était 50 et quelques qu'on a fait, tu vois. Ouais, tu te rends compte, mec, tous les bornes qu'on a fait, moi, j'arrête pas là.
je fais pas demi-tour ici. Non mais c'est clair, mais le truc c'est qu'on est en conditions hivernales et là ce qu'ils annoncent sur les prédictions météo c'est entre moins 13 et moins 16 degrés sur toute la nuit. Certes on a du bon équipement mais c'est un peu suicidaire, tu vois, on a quand même les gros sacs, les machins. On arrive à le persuader d'avancer tout droit vers la base. Les amis, c'est une base active, et on lui dit fonce tout droit vers la base. Chaque tour de roue, c'est des tours de pied à pas faire. Franchement, il est en train de tout donner pour nous amener plus près. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on est comme au Dakar avec un copilote de folie qui connaît le terrain, David qui a la navigation approximative vers le spot. Et c'était vraiment irréel, le soleil se couchait et t'avais ce nouveau gars trop fort, le maître des steppes quoi. On roule, on s'avance au max, et là sur le GPS de David, je vois qu'on arrive vers quelque chose qui me semble être une vraiment grosse route. La première voiture qui passe, en fait, on est niqué, c'est la fin de l'expédition. Là, on se rend compte qu'il va quand même bien cailler, il fait déjà en dessous de moins 10. Et on fout les sacs et là je comprends la douleur. Le sac principal combien? On était à 18 kilos, le deuxième sac on était à 15, 12. Ouais, c'est ça. On était à 35 total. Ah mais vraiment chargé comme des mules quoi. On donne au chauffeur notre position GPS et on lui dit dans 4 jours à 7h30 du matin ce point GPS. Je trouve ça totalement improbable que le chauffeur soit là. Donc je me dis en fait là, c'est une mission presque suicide. On part, on sait pas si on revient quoi. Sans le maître des steppes, comment il va faire pour atteindre ce point sans lui se faire attraper? Il est juste à côté d'un des axes principaux de la base. C'est terrible. Et là à l'horizon, je vois une caisse qui arrive. Stop, stop, stop. La voiture passe, on a à peine éteint les lumières. Heureusement, elle s'arrête pas, elle nous a pas vus. Ah ouais, on a eu chaud en fait. Heureusement qu'on s'est arrêté là. Et puis la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait une sorte de talus à côté de nous. On verra plus tard ce que c'est, mais c'est aussi ça qui nous a protégés, c'est qu'on était un peu en dessous. On a à peine marché, vraiment pas grand chose. Je dirais 15 minutes et ouais, ça doit correspondre à 300 mètres, un truc comme ça. Vraiment, parce que la progression est très difficile et ça, on s'en rend compte tout de suite. Déjà, il y a des lueurs à l'horizon qui arrivent vers nous. What? Qu'est-ce qui se passe? Je pense à un train, moi. J'ai l'impression. Bouge alors, bouge. On observe, tapis dans l'obscurité, et en fait on se rend compte que c'est un convoi parce que ça va très lentement. Le truc c'est qu'on dégaine surtout la thermique qui va nous servir pendant toute cette infiltration. Clairement, il y a un truc sur le wagon du milieu. C'est un convoi militaire avec des gyros, et effectivement il y a une masse sombre sur ce train qu'on finit par voir et identifié c'est comme étant une partie d'un lanceur de fusée. Donc là les amis, on est comme des oufs, ça commence direct dans le bain, ça fait 15 minutes. Mais c'est vraiment l'arrière de la fusée avec les gros moteurs et nous je vous rappelle que l'objectif c'est de capturer un décollage de fusée vers l'ISS et on se dit mais c'est peut-être notre fusée. C'est fou en fait. Faut monter à bord là, faut y aller, faut partir dans l'espace. Dis-toi que les gars qui voient ça, c'est les ingés, les astronautes et le petit milieu qui travaille sur les conceptions de tout ça quoi. Il y a très peu d'humains qui ont la chance de voir ça de leurs propres yeux et juste ça déjà c'est un souvenir de fou. À plus 15 minutes de l'aventure, c'est dingue. Putain, on est chaud. Putain. 15 minutes on était au rail là. Le timing. Et là, la marche, elle est longue et fastidieuse. Il y a vraiment ce feeling de Tchernobyl où tu fatigues, t'avances pas. Et dans ta tête, t'es en mode, bon, bah là, on a dû faire 4 km. Et puis tu regardes le GPS et non, t'as fait que 1,5. Et franchement, mentalement, c'était dur. Vraiment, le poids des sacs commence à se faire ressentir. Et comme on le disait, du coup, les sacs, on est proche des 40 kilos. Alors, ça paraît énorme. Mais dites-vous, en fait, il faut qu'on survive 4 jours. Donc, il faut du gaz, de la nourriture, de l'eau. Et le matos photo et vidéo, on se rend pas toujours compte. Mais les caméras sont très lourdes. Et demandez pas pourquoi. J'ai dans mon sac une corde d'escalade de 50 mètres de long. Mais vous allez voir. Voilà, vous allez voir ce qu'on va faire avec. Ça va être incroyable, les amis.
Et là, j'ai vraiment envie de faire une photo pour immortaliser cette traversée de steppe enneigée comme ça. En plus, on a la Voie lactée qui commence un peu à apparaître. Ouais, Donc on fait quelque chose d'assez minimaliste avec les silhouettes. J'aime beaucoup. Bon les gars, là on va ranger la cam parce que ça fait déjà au moins 2 heures qu'on se perd à moitié. Le GPS il est pas très précis et je sais pas, avec la fatigue et tout là, c'est vraiment la mission de ouf. On commence vraiment à avoir très froid malgré les 2 gants, les 3 paires de chaussettes, j'ai vraiment les pieds gelés. Il fait jour dans 4-5 heures et si on n'est pas au hangar on est mort, donc je pense qu'il faut qu'on range tout et là on passe en mode vénère, on trace tout droit. Donc à partir de là, sur la marche, on a beaucoup moins d'images parce que fallait pas déconner, on rentre vraiment dans le dur, il fallait avancer. On ne voit pas à plus de 10 mètres avec le bizarre. C'est assez vallonné et d'un coup on se rend compte qu'on se rapproche d'une base active. Elle est très éclairée et avec le bizarre il y a une ambiance de ouf parce qu'il y a des tranchées, un relief super irrégulier dans lequel parfois on s'éclate la gueule. C'est difficile et moi j'avais peur de marcher sur une mine quoi, tu sais pas ce qu'il y a là-dedans quoi. Tout est flou, est-ce qu'il y a 2 mètres, 50 cm, tu sais pas, et plusieurs fois on s'est fait avoir. La neige jusque là quoi, c'est bloqué dans le trou et ciao quoi. On s'approche quand même très près de la base, les chiens commencent à aboyer. Donc là on s'en écarte rapidement, on rentre dans une sorte de litanie de marche. Dans le bizarre, on distingue juste de vagues lueurs à l'horizon, telles des aurores boréales, qui sont en fait les bases éclairées, les bases actives. C'est ça qui est déroutant, c'est que le GPS, on suivait une direction, et d'un coup, la distance ne baissait plus, mais elle réaugmentait parce qu'on faisait des écarts, parce qu'il n'y avait plus de repères visuels. Je pense que t'as 20 mètres d'avance sur tes potes, tu les vois plus en fait, donc c'est flippant, il n'y a pas de réseau, t'es dans une base interdite, contrôlée en partie, en majorité, par l'armée russe, et le truc c'est qu'on est de plus en plus en galère. Je vois David qui galère à fond, et lui-même nous dit, en 8 ans d'expérience, et là c'est la 9e fois qu'il fait l'expédition, il a jamais vécu des conditions climatiques aussi dures. S'il y a le moindre de nous 3 qui part en hypothermie, en fait c'est terminé. La base la plus proche pour aller demander de l'aide à un territoire contrôlé par des Russes, c'est à 1h30 de marche, et c'est là où on prend la décision de prendre un des gros sacs de David pour lui délester un peu du poids, qu'on avance plus vite. Lui-même refuse, et je comprends, c'est toujours difficile de se dire vas-y, je file un sac, je m'avoue presque vaincu, tu vois, mais en fait s'il y a un seul de nous 3 qui flanche, c'est tout le groupe qui flanche. On gratte du terrain, on y arrive, pause après pause, on essaye de les espacer le plus possible, mais les sacs sont tellement lourds qu'il faut parfois en faire. Mais expérience de Tchernobyl. Dans la neige, on dort sur les sacs, vous vous rappelez ? 7 minutes, toutes les heures, il y a la voix de sol qui résonne en nous, et on essaye d'appliquer ça, de toujours essayer de manger et boire le plus possible avant de ressentir la fatigue. Il y a un moment, je crois qu'on lui faisait plus confiance, où toutes les 5 minutes, on lui disait « T'es sûr que c'est cette direction ?» Parce que un hangar aussi grand, avec une steppe aussi plate, normalement tu le vois à des kilomètres, et là il y avait rien. Le bizarre était tel qu'on voyait rien du tout. On distingue cette masse informe, totalement perdue dans le blizzard. 40 mètres avant le hangar, les plus cruciaux, on voit des pas dans la neige, donc sûrement elle se dégarde, et là c'est foutu. Plus on se rapproche, plus on va signer le crime. Ils vont voir les pas qui arrivent devant le hangar. Au pied de l'entrée, c'est un mur qu'il faut escalader avec au-dessus une fenêtre. Forcément, on pose les sacs, donc ça fait des traces. Là, il faut se faire la courte échelle. Donc je hisse Clément, je hisse David à l'intérieur. Je leur hisse les sacs et là, je me retrouve tout seul à l'extérieur. Donc le même feeling que toi, j'avais peur de me faire voir par une patrouille. Je me dépêche de grimper, seulement la grimpe, comme tu dis, elle est affreuse. T'es obligé de mettre tes mains sur du verre cassé, sur des fenêtres, essayer de prendre un truc. On est en chaussures de rando, en moufle. Il n'y a rien qui tient, tu te hisses, tu donnes tes dernières forces pour rentrer à l'intérieur, je me rappelle, c'est terrible. La place n'est pas à l'exploration, la place est à la récupération. Pas de perte de temps pour trouver un endroit sécure. David a tout de suite en tête la pièce dans laquelle il veut nous emmener. Ouais, qu'on est vraiment les réfugiés de l'exploration. C'est pas drôle, putain.
On vient d'arriver, on a directement fait en sorte de se réchauffer et de faire à manger. On n'a rien exploré, on n'a rien vu du hangar. Voilà, maintenant j'ai profité de mon lyophilisé. Là, le froid, il attaque. Il attaque sévère. Et ça me réchauffe pas assez. On s'est installé un vrai petit base camp. Bon là, on va essayer de condamner la porte. Et normalement, on sera bon. Bon, c'est rudimentaire, mais ça devrait tenir. Donc là, on dort jusqu'à 15h. Il nous restera quand même 2h30 de jour pour pouvoir commencer un début d'exploration et découvrir enfin ces navettes. C'est vraiment le jeu de la patience. Ça va bien dormir ? Mec, le matelas il s'est dégonflé 4-5 fois. Du coup, ça a été la mission, j'avais vraiment le froid qui rentrait par le sol. Mais malgré ça, ça va juste sur la fin, les pieds un peu qui refroidissent. Et voilà, là on fait chauffer de l'eau. Enfin, on décongèle l'eau, ça c'est le vrai problème, on a des bouteilles congelées partout. On est sorti de notre cachette, on va partir explorer le hangar. On n'a rien vu hier soir, c'est tout nouveau, c'est la découverte. On va voir ça ensemble. Je suis excité et je suis anxieux à l'idée de me faire attraper. Il y a des traces de pas comme les nôtres. Ok. Juste là. Enfin, ça doit être un seul mètre. Elles sont fraîches? Bah, elles sont plutôt fraîches, ouais. Très souvent, ils sont garés dans cet angle-là du bâtiment. Là, il est pas là, donc il y a des chances qu'il soit du côté où on est arrivé. C'est bien défoncé, il y a du verre, des débris par terre, la peinture se décolle des murs. Il y a une vibe qui est très Tchernobyl. Ouais. C'est exactement ça. Et là, on veut monter dans les étages par la cage d'escalier qu'on a déjà empruntée. À ce moment-là, on arrive devant une porte qui est fermée par un boulon. Et malgré le léger jeu qu'il y a, ça n'a pas l'air dévissable. On est en train de regarder ça, quand d'un coup on entend des bruits de pas. Mais des bruits de pas extrêmement proches. C'est-à-dire que le ressenti est l'étage d'en dessous de l'escalier. Donc là on se fige. Avec mon coude, je sens un bout de peinture qui se détache du mur et qui fait un bruit en tombant au sol. Oh, la crispation. Je fais quelques mètres en arrière, on recule tous. Et dans ces cas-là, tu fais toujours plus de bruit que ce que tu aimerais faire, malgré le fait qu'on soit extrêmement silencieux. Il y a toujours un petit bout de verre qui craque, un truc comme ça. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que le mec sait qu'on est là. C'est pas vous qui avez fait les pas. Non, c'est quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. Ouais, ça venait de notre escalier. Ouais. Mais il était pas loin du tout. Pas très loin. Voilà, c'est chaud. Ok, bon, est-ce qu'on irait pas se cacher chez nous? On ferme la porte. On attend. Ouais. Donc on décide finalement de retourner dans notre frigo pour s'y enfermer, parce que c'est le seul endroit où on est un peu en sécurité, on peut vraiment bloquer la porte, et surtout on voulait pas laisser les affaires libres d'accès, avec la possibilité qu'ils les trouvent, qu'ils les confisquent, et dans ce cas-là on se retrouve sans vivre, sans rien, bloqué dans les hangars. Ce qui fait flipper, c'est qu'on se dit si jamais ils ont capté qu'on est à l'intérieur du frigo, à l'extérieur de la porte il y a un crochet, ou s'ils apposent un cadenas, on est fait comme des rats, on est bloqué. Heureusement, à l'arrière de la pièce, il y a une sorte de vieille trappe qu'on peut ouvrir, et là on est sur une terrasse un peu fermée, derrière une sorte de grillage d'aération, et du coup on peut zioter, donc on reste là, à l'affût, on surveille ce qui se passe. Le plan, a priori, c'est de faire une percée à 4h35 du mat. Prions pour que le mec dorme. Puis d'ici là, on va se planquer, dormir. Tu veux des rillettes? Ça va. Je vous rappelle que l'objectif principal, c'est quand même d'aller sur le toit du hangar pour photographier le lancement d'une vraie fusée qui va vers l'ISS. Le truc, c'est ça, on vous l'a pas dit, quand on est arrivé à Almaty, donc juste avant le périple, c'est tombé dans les news, le lancement a été annulé parce qu'il y a eu une fuite dans l'ISS, les astronautes devaient réparer avant d'accueillir le Soyouz qui devait venir, enfin bref, tout un bordel. Et je vous rappelle que là, ça fait plus de 40 heures qu'on est sans réseau, et du coup, certes, ils ont dit que c'était annulé, mais nous, on sait pas trop si c'est réel. Est-ce qu'il n'y a pas une chance que les astronautes étaient trop forts, qu'ils aient réparé à temps? Donc dans le doute, on se dit,
on va quand même sur le toit, on se met en position, on est prêt à shooter quoi qu'il arrive. Donc là, on sort de notre tanière, 4h du matin. L'ambiance est incroyable car il fait à peine jour. Une porte un peu capricieuse finalement s'ouvre devant nous. Et là, on est sur la passerelle, théoriquement face aux navettes qui sont là dans l'obscurité. Patience, on va les voir. On doit là se diriger dans les étages donc pour avoir un beau point de vue sur ce potentiel lancement. Position, on n'entend plus que le lancement de fusée. Et on est vraiment comme dans la salle de la NASA, tu vois, on est en mode 5, 4, et jusqu'au bout, on est patient, on veut la voir, cette fusée. Et là, rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est foutu. Il n'y aura pas de lancement pour La cette news fois. était réelle, du coup. La news était une bonne news. On reviendra pour un lancement de fusée, je vous le promets. On a vraiment adoré ce périple jusqu'à présent, donc on reviendra assister à ça. Cette aventure, c'est des hauts et des bas, c'est des rebondissements permanents. C'est une quête qui a mené dans l'exploration un jour, et je pense qu'elle mérite sa réputation parce que c'est vrai que mine de rien, surtout en conditions hivernales, ça reste dur. Pour être honnête, on est un peu déçus, mais ça nous donne aussi beaucoup d'espoir et l'envie de revenir quand on voit ce magnifique cliché de David qui a eu la chance de vivre un lancement de fusée ici il y a quelques années. Bref, on se laisse pas abattre, il nous reste le toit du hangar à explorer et juste après, enfin, les navettes spatiales. On voit à 360 degrés les anciens pas de tir abandonnés, mais les pas de tir aussi actifs. Et je me dis, ouais, le drone, c'est maintenant ou jamais. Il n'y a encore aucune image drone qui est sortie de ce hangar et le mettre un peu dans le contexte de la steppe perdue au milieu de nulle part, avec le hangar aussi de la fusée qui est un peu plus loin. C'est quand même des bases militaires, des bases actives. Est-ce qu'il n'y a pas un système de radar qui détecte le drone? Est-ce que le drone va pas donner notre position? Donc il y a cette pression de se dire potentiellement on va rameuter du monde, donc on fait au plus vite et on part tout de suite dans les étages. Sur le toit, on a récupéré de la neige, comme ça on pourra faire les lyophilisés avec cette neige et garder l'eau normale pour la boire. C'est quand même mieux. On descend enfin les étages et là le soleil s'est beaucoup plus levé, toute la lumière rentre dans le hangar. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est me pencher par-dessus la balustrade pour voir ces monstres propres endormis. yeux. Ben ouais, bien sûr, elles sont là. Ça c'est les maquettes, ça c'est les vrais. Ces navettes étaient destinées à aller dans l'espace et ça fait quelque chose de les voir pour de vrai, dormant ici depuis plus de 30 ans. Et c'est toute une époque, tu as une grandeur passée qui est absolument endormie, du coup totalement désuète. Une énorme poésie de ce hangar. Mec, c'est incroyable de les voir enfin. Depuis tout le temps, tant d'efforts, c'est quand même une belle mission et ça c'est vraiment la récompense. Bah maintenant, faut pas faire de la merde. Essayer de trouver des trucs un peu nouveaux, pas déjà faits, parce que c'est vrai que des images on en a vu beaucoup. Donc on va essayer de trouver des trucs sympas. Et si on trouve pas, il faudra nous pardonner. On est sur la plus haute passerelle sur laquelle tu peux être, donc forcément une très belle perspective en plongée comme ça. Donc là on se place un peu au millimètre, très centré. Bon, c'est la photo d'ensemble un peu basique, mais c'est aussi celle que tu te dois de faire. Et c'est vrai que là il y a une certaine pression sur le travail photo, parce que t'as pas envie de te chier, c'est quand même presque un peu la quête finale de l'exploration. Il faut sortir des belles images de ça.
de se dire qu'ici il devait y avoir des milliers de gens qui grouillaient partout à la course avec les États-Unis. Du coup, l'URSS a quand même été les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Mais ouais, c'est fou d'être ici. C'était un des spots mythiques qu'on avait sur la liste. Et ça y est, c'est fait. Il reste beaucoup de choses à faire encore. Mais déjà les voir, incroyable. Incroyable. On reprend les coursives pour descendre dans les étages, avoir quelque chose de moins aérien et une perspective un peu moins plongeante sur les navettes. Et c'est là, tu vois, en passant devant une des fenêtres brisées, que à chaque fois on check un peu ce qui se passe. Je vois 3 véhicules garés juste en bas du hangar, dont un qui est un véhicule de l'armée. 3 voitures. 3 voitures. Putain, prends la tarmac. J'ai à peine le temps de vous prévenir que je recheck, et donc là, à l'extérieur d'un des véhicules, je vois un militaire, calache en bandoulière, et il se met à courir vers le hangar. Genre, c'est pas il marche, il court vers le hangar. Et là, je me dis... psychote total. On est en mode, ok, les mecs ont trouvé un truc à l'intérieur. Ah, mais moi, je suis en mode, c'est le drone. Moi, je me dis, la rumeur du radar est vraie. Personne n'a jamais fait de plan de drone de l'extérieur parce que ça se détecte et qu'ils savent qu'on est là, tu vois. Voilà, tu vas fermer la clé. Ah, mais pour tourner au duvet, il faut descendre cet escalier. Pour traverser la coursive qui est super proche du sol. Ok, c'est chaud. Y retourner là, je pense que c'est suicidaire. Mais que faire s'ils trouvent les sacs? La décision est prise de, si les sacs sont trouvés, on travaillera jusqu'à avoir essoré au maximum ces navettes avant de finalement se rendre, parce que ce qu'on a actuellement sur nous ne nous permet pas de survivre à la steppe sur le chemin du retour. Encore moins pendant 3 jours. On se terre dans notre cachette pendant 2 heures. Alors jamais 2 heures sans passer aussi vite, tellement on était concentrés sur chacun des bruits qui se passaient dans le hangar. Ce truc-là, c'est une passoire. Avec le vent, ça fait un vacarme pas possible. Je décide donc au bout d'un moment d'aller retourner à la fenêtre voir ce qui se passe. Et le truc, c'est que j'envoie le boîtier au casse-pipe, donc je soulève juste l'objectif au niveau de la fenêtre, parce que c'est toujours plus discret un petit boîtier noir qu'un gars de 1m80 qui se penche. Et effectivement, je constate sur la vidéo, en regardant les rushs, que les voitures ont disparu. Alors est-ce qu'elles sont parties il y a 1 heure, il y a 10 minutes? Impossible de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, les mecs sont partis et qu'on peut de nouveau continuer l'exploration. Oh mais la bonne nouvelle, on était dans la psychose de s'être fait arrêter absolument foutu. Ah, bah en fait non, on est libre, on peut continuer à explorer, trop bien. Direction donc les étages inférieurs pour être beaucoup plus au niveau des navettes. Donc là on est sur le 2e étage de la coursive. Et donc là on est vraiment détente suite à cet épisode. On parle un peu à voix haute, on a un peu la confiance. Et on continue de marcher et là on entend un énorme bruit au loin dans le hangar. On se dit bon c'est peut-être une pièce métallique ou peut-être un bout de neige qui a fondu qui est tombé. Et là, juste en dessous nous, on voit un garde en train de marcher, donc même pas 2 étages en dessous, au niveau du rez-de-chaussée. David l'a pas vu, il est juste devant moi et le garde a l'air d'aller vers ce bruit suspect. Demi-tour et on quitte les lieux illico presto. Putain, je regardais ailleurs. Putain, il était en dessous de nous. J'ai vu full silhouette, un mec en noir. Putain, si je regardais pas dans l'autre sens, il me voyait en fait. Ah ouais. Il nous faut donc descendre, mais le problème c'est que descendre c'est aller vers la porte depuis laquelle les gardes rentrent vers le hangar. Le mec est dans le hangar, va sûrement sortir un jour. On prend le risque là de le croiser. La pression est à son comble, on marche dans l'escalier à pas de loup, et quand on passe ce moment fatidique d'être devant la porte qui peut à tout moment s'ouvrir sur un mec, et ben là on fait fissa et on disparaît dans les souterrains. Là, on arrive dans la cage d'escalier opposée, on peut enfin monter dans les étages en ayant espéré comme ça éviter le mec qui se baladait au rez-de-chaussée. C'est là que la lunette thermique de David nous a énormément aidé. En quelques minutes à peine, on peut scanner tout le hangar, à la recherche d'une signature thermique. En d'autres termes, n'importe quelle silhouette humaine ressortirait donc rouge fluo à l'image. Et là, on en vient à la conclusion que le mec est parti. Donc c'est un peu le mystère. Ces gardes, ils apparaissent, ils disparaissent, tu sais pas comment. Mais par contre, faut juste pas qu'ils te voient. Putain, c'est flippant. Le mec est pas là,
on va pouvoir bosser. David font la photo 3 étages plus bas. Moi je monte sur le toit pour aller voir s'il y a des voitures. En fait on entend plein de bruit mais ça peut être juste la tôle qui travaille avec la chaleur. Donc là depuis le toit j'aurai une vue d'ensemble, savoir s'il y a des mecs ou pas. Entre temps, la neige elle a vachement fondu et là je me rends compte de l'état catastrophique du toit. Enfin vraiment il y a des saignées dans le toit, c'est vraiment horrible. Ça fait flipper, t'as pas envie de passer à travers le toit. Personne. Je vois personne à l'horizon, il y a juste quelques chevaux sauvages. C'est tout ce que je vois. Enfin, on réalise des photos, une perspective un peu plus basse, et j'ai l'impression de valider sur un peu master shot du hangar. C'est bon, j'ai la photo un peu classique, on va essayer de faire des trucs un peu plus funky dorénavant. Tu fais tes photos et moi je suis sur la partie centrale avec David, donc je fais quelques plans de coupe pour aussi montrer son travail photographique. Et là effectivement on entend une sorte de bruit en bas au niveau de la porte. Et le temps que j'ai de cadrer pour les voir, je vois les gardes qui rentrent, je suis encore debout, c'est trop tard, je vais mourir. Et là je sens la main de Dieu qui vient m'arracher en arrière. C'est David qui a eu un peu plus de réflexe que moi, qui a su me tirer au bon moment. J'ai tout de suite un œil vers toi parce que je sais pas si t'as vu qu'il y avait des mecs. Je voyais Cam et David qui étaient allongés comme au milieu de la passerelle, j'étais en mode ah ouais, si en fait c'est juste ils montent, on est deados quoi. Et là David, heureusement il y a un petit trou dans le plancher, il peut passer la caméra. Et du coup, ça conforte peut-être la thèse de est-ce que le hangar est en train de complètement s'effondrer et c'est des ingénieurs peut-être qui checkent un peu la qualité des murs ou de la navette. Et là, je m'en veux parce que c'est moi qui suis parti en éclair sur le toit et qui leur ai dit les gars, il n'y a rien, il n'y a pas de véhicule, rien à l'horizon. Et on vous l'a dit, cette expédition, ça s'est vraiment joué à que des timings. Donc on a eu beaucoup de chance, bon, de la malchance aussi, mais vraiment à chaque fois, ça se joue à ça, à rien du tout. Pour la peine, c'est eux qui m'envoient au charbon et moi je me retrouve tout seul au rez-de-chaussée et juste à côté de la porte où ils peuvent rentrer à tout moment. Qui on est? Stylé de ouf, ça va être tranquille. Et à la base, tu me dis, bah voilà, faut aller debout sur la première navette parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos où il y a des êtres humains sur la navette. Je vous ai dit, ouais, tranquille, ça se grimpe. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je suis incapable de grimper. Genre, avec le verglas, le givre, la neige qui fond. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. On n'avait pas prévu l'option que je pouvais pas grimper. Du coup, moi j'essaie de te dire, c'est là-bas, à gauche, putain. Et c'est un truc de ouf Et parce je crois que qu'on se comprend pas. Ouais. là, nous tous, on est juste en face de la porte qui s'ouvre avec les gardes. T'as l'impression que ce truc, c'est 1, 2, 3 soleil versus Squid Game. C'est ça. Avec truc qui s'ouvre, pas bouger. C'est vraiment stressant. Je pose mon trépied et en fait, je le pose de manière la plus minimale possible, le plus écrasé. Je me cache et je suis avec la télécommande genre... Et pense ça, moi je suis debout devant la navette, Ah ouais, complètement exposé. Explosé de ouf. Pour moi ici c'est clairement le meilleur spot. La photo est vraiment cool, les perspectives sont très belles.
On n'a juste pas arrivé à faire ressortir autant que je voulais Clément. On va commencer à travailler de nuit, ça peut être intéressant, on va voir ça. La nuit vient de tomber, on est enfin au rez-de-chaussée, on voit pour de vrai les navettes et en fait on se rend compte pour la première fois la taille qu'elles ont, c'est comme un avion, c'est un énorme truc, faut se dire que ça va dans l'espace et c'est fou de pouvoir marcher comme ça. J'ai particulièrement aimé me balader en dessous. C'était cette espèce de bouclier thermique noir en dessous, blanc au-dessus. Il y a des reflets qui se passent, il y a quelque chose de très hypnotisant à se balader en dessous avec sa frontale. C'est très stylé, ouais. Donc là, on va réaliser la première photo de nuit des navettes et on choisit donc la deuxième, se positionner à l'arrière parce qu'il y a quand même une belle couleur autour de ce qu'on peut appeler des propulseurs. Donc on choisit de faire cette pose longue sur toi qui éclaire la navette avec une lumière en contre-jour qui vient te créer une belle ombre portée. In extremis, et je rajoute ma petite frontale qui vient baigner de rouge le sol. Ça fait ce contraste qui je pense était nécessaire. Ça finit par bien marcher. Dis-toi qu'on est dans une navette spatiale, direction l'espace mec. Putain, faut pas être gros. Je sais même pas comment t'es placé. Il y a encore là le 16 mm, il défend un peu. Nice. Allez, bien joué. Bien joué. On y est. Après tant de galères. Enfin. Le cockpit est à nous. À l'attaque. Il reste énormément de trucs, on voit encore toutes les structures, c'est archaïque mais c'est en même temps très technologique. Mec, un cadeau qui ferait plaisir à Sol. Toujours fan des cartes mères, des circuits imprimés. Je sais pas si la carte mère du vaisseau, mais je pense que ça l'aurait intrigué ce truc-là. Petite pensée à lui et à tous nos frères ukrainiens. Ok, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai pas les mots, tu t'attends pas à découvrir ça, tu t'attends pas à être là. J'étais dans l'ISS. Ouais, c'est un peu ça. Là, tu peux sortir en mode... Ah bah oui, théoriquement tu peux sortir pour aller dans d'autres vaisseaux. Oh, c'est ouf. Seuls des astronautes potentiellement ont pu aller là-dedans et ceux qui ont créé cette navette, et c'est un feeling de fou quoi, t'es là 40 ans en arrière. Ah ouais, le vrai stand de pilotage quoi.
Allez hop, on emballe, parce qu'il est quand même déjà 22h, c'est assez tard, parce qu'il faut encore qu'on s'exfiltre du hangar et qu'on se dirige vers un autre hangar, cette fois celui qui abrite le lanceur de la navette, qui s'appelle Energia. Et vous allez voir que la manière dont on s'y infiltre, elle est bien particulière. Et là, sur notre droite, en descendant, on voit une porte qu'on n'avait pas trop checkée et qui est condamnée. David se rappelle d'une rumeur qu'il y aurait un tunnel secret qui connecterait les deux hangars, les navettes au lanceur. Je sens l'excitation de David de se dire, Un truc que je connais pas. est-ce que je mets pas la main sur le trésor caché de Rackham le Rouge dans les hangars, tu vois. Et donc là, on déverrouille cette porte, on arrive sur un cul-de-sac, mais au plafond, un trou semble mener à un étage supérieur. On arrive là dans cet étage supérieur et c'est des galeries techniques, des galeries de câbles et ces conduits électriques qui forment forcément un réseau qui connecte chacun des bâtiments. Et moi, je veux pas passer la nuit entière à trifouiller dans des tunnels où faut se pencher. J'aurais dit, moi, à cette heure-ci, normalement dehors ça va, on a le temps de voir s'il y a des voitures. Le plus rapide, c'est on va dehors comme prévu et on trace tout droit. Du coup, je leur dis, bon les gars, on se donne 45 minutes de full repérage et si à l'issue de ces 45 minutes, on trouve pas d'accès au tunnel secret qui nous amène à l'autre hangar, eh ben on fait demi-tour, on va dehors et on traverse par la steppe. On retourne à droite, je pense. Ouais, pas qu'on tombe sur des chiens. On cherche, on trouve toujours pas. On commence tous les temps à avoir plein le cul, on se dit bon, là, il est temps en fait de sortir, aller dans le hangar parce que la nuit passe, on n'aura pas le temps de se reposer, pas le temps de travailler le lendemain, ce serait trop dommage parce que ce qui vous attend là, ça va être vraiment lourd, vous allez voir. Donc là, on retrouve la neige, on retrouve également la potentialité de se faire choper par une patrouille dès que tu sors, donc on est vraiment sur le qui-vive. Et je suis en mode putain, mais les 45 minutes, ils me les ont douillés, ça fait 3 heures qu'on rampe dans ces tunnels et moi vraiment j'en peux plus, je rouspète, je suis en mode juste on va dormir les gars. Heureusement on arrive au pied du hangar, on peut pénétrer à l'intérieur, l'accès est assez simple. Et là on monte dans les étages et évidemment il faut monter le plus haut possible pour essayer d'être le plus discret. Si jamais un mec fait une ronde, souvent il est découragé de monter tous les étages. On était aux alentours du 12e ou 13e étage et je sais que Paul voulait monter carrément jusqu'en haut, voire même dernier étage où il y avait une rumeur de cage d'ascenseur dans laquelle on pouvait se faufiler et se cacher dedans. Je leur ai dit non, on s'arrête à cet étage, on fout tout le matos, on dort ici et il n'y a pas de négociation. Ou alors vous allez là-haut mais moi je dors ici, j'irai pas plus Le loin. mec, il me sort un coin de passerelle, un coin de plancher à peine planqué par un demi-mur. Il se dit, ouais, Très bien. Moi, j'étais pas sûr. Hein. Je me dis, putain, il nous faut une pièce qui est plan, quoi. Bon, là, il installe ses trucs. Je suis bon, bah, je vais pas le laisser dormir tout seul. De toute façon, se séparer, c'est la pire des idées parce que t'as besoin qu'il y ait une communication constante pour que le groupe reste invisible. Et donc là, vas-y, allez, c'est pas grave, on dort là, très bien, t'as gagné. Bon les gars, nouveau spot qu'on va explorer très bientôt, on se fait juste un peu de bouffe. J'ai dû porter cette putain de neige dans les tunnels de l'enfer là-bas. Et comme ça, on va pouvoir se faire un petit déj avec la Yofi. Donc là on mange rapido et on part explorer la fusée. Et c'est un sacré réveil quand même, en face d'un lanceur comme ça. Et les heures se rapprochent de l'exfiltration. Et là on découvre enfin avec de la lumière ce nouveau hangar et là on voit un truc blanc en plein milieu. En fait tout le hangar est construit autour de ce lanceur et là tu te penches et tu vois mais l'immensité du bordel quoi.
j'avais peut-être vu sur toute l'approche, sur toutes les explos. J'avais une putain de corde de 50 mètres de long. Je me suis trimballé jusqu'ici parce qu'on avait une idée photo. Se servir d'une corde pour se mettre plus ou moins sur la fusée. Juste derrière moi, il y a une sorte d'accroche rouge très solide. Je devrais pouvoir descendre avec une corde jusqu'à ça, retirer la corde et rester soit debout, soit assis pour faire une photo totalement what the fuck où tu te dis comment ce personnage est arrivé ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et je suis très content de ne pas avoir emmené cette corde pour rien. Je me tâte encore, j'ai peur que ça frotte quand même si je peux me balancer, vu que je suis pas dans l'axe. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un premier ancrage avec un maillon rapide et une sangle autour de ce pied articulé de... je sais pas comment ça s'appelle. Et puis on fera une autre sécu un peu plus loin là sur un plus gros pilier, histoire de vraiment être sûr. Alors là les gars ça va être technique parce que comme vous pouvez le voir, l'ancrage est tout là-haut. Il faut que j'arrive à aller en face. On va faire de la grimpe statique mais encordée. Ça techniquement tu peux le faire sans corde. Ok. Par contre sans corde je le fais jamais, hein. C'est engagé de ouf les gars, je vous ai pas aidé. Peut-être que là je peux essayer de monter, choper ça, tac tac tac, et repartir. Oh c'est dégueulasse. Je pense que t'as raison, je vais devoir sauter. Ça fait tellement flipper, c'est vraiment du rope swing comme on a pu faire il y a longtemps sur la chaîne. Là la chute, bah forcément elle fait pas rire du tout, hein. C'est ciao bonsoir. Donc là l'idée en fait c'est que je saute tout droit pour que la corde ensuite quand elle se tend, elle m'envoie sur la droite jusqu'à atterrir sur la petite plateforme rouge qui est l'objectif. Wouhou! Clem, pars de là. De là? Ouais, de là, tout droit. Moi, je te dis, écoute, franchement, je vois ta trajectoire de là où je suis. La seule manière que tu accèdes à là, c'est que tu t'engages en faisant un vrai petit saut et pour là être pile dans la bonne trajectoire. Bon, troisième tentative avec une trajectoire différente. Là, faut pas que je tape le cul là-dessus, sinon je vais me détruire. Ah, et puis fuck, hein. 1, 2, 3. Yes, I! Wouhou! Comment c'était propre sa mère. Je suis arrivé pile poil comme il fallait. Au début, j'ai cru que j'allais frotter la fusée. On retire la sécu et là, plus rien ne me tient. Les gars, on y est. Après 3 tentatives, finalement, Paul avait raison. La meilleure trajectoire, c'était celle en face. Et du coup, vous voyez, je suis juste sur un tout petit rebord rouge avec le vide ultime en dessous qui fait grave flipper. Je vais vite me mettre en position pour la photo maintenant que Clem est en place. C'est parti, let's go. Il m'a fait rêver. Ok. Prêt? On va y aller. Je change de spot, ça rend mieux plus bas. Une perspective que j'ai vue, pas mal. Et franchement, on s'est régalé parce que avoir ta petite silhouette sur l'énorme lanceur dans son hangar du père, c'est vraiment quelque chose. Shoot photo terminé devant ce mastodonte, ce lanceur, le Energy AM, ce lieu rempli d'histoires incroyables d'être sur cette plateforme. Je regrette presque même qu'on n'ait pas une journée de plus pour encore plus exploiter ce spot parce qu'il y avait plein de trucs à imaginer avec la corde et pas que d'ailleurs. Donc voilà, ce sera l'occasion de revenir d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on sait pas. Explorer aussi la suite de ces tunnels secrets. Où est-ce qu'ils mènent? Parce que la rumeur dit que ça va peut-être jusqu'à un pas de tir, mais ça on verra plus tard.
La nuit est tombée, David nous prépare une petite photo. Je suis sur un putain de lanceur. C'est quand la dernière fois que vous avez pu faire ça? Ah, ça c'est mon lanceur. Tranquille. David, c'est champion du monde de la pose longue, c'est-à-dire qu'il faut rester mobile pendant quand même pas mal de temps pour le laisser travailler. Donc là, c'est vrai que du coup, on attend qu'il place toutes ses lumières et le résultat vaut l'attente, c'est quand même assez cool. Et puis c'est cool d'avoir une photo à 3. J'ai fait une photo à 3 au début, j'ai fait une photo à 3 à la fin. Bien l'histoire, tu vois, cool. la boucle est bouclée. On est quand même assez pressé de s'exfiltrer, avoir la réponse. Est-ce que le chauffeur sera au rendez-vous le matin? Oui. Là, moi, j'avais maintenant connaissance de la dureté de cette allée. Je me disais, le retour, si c'est pareil qu'à l'aller, quand je vois l'état de ma cheville, la fatigue cumulée et juste le manque de force aussi, j'avais un peu d'appréhension quand même sur ce retour. Moi, je me disais surtout, imagine le mec est pas là. Il nous reste en fait 3 heures d'espérance de vie dans Il le restait froid. un Yofi. un lyophilisé. Donc en fait, on était foutus et un peu contraints à se rendre si le gars n'était pas là. Sort du hangar et là c'est vachement plus facile de se déplacer. Alors est-ce que c'est nos réserves de flotte qui ont quand même bien diminué, donc nos sacs sont moins lourds? Est-ce que c'est l'absence de neige? La surface c'est quand même plus Ça a bien dur. changé, ouais. Et moi, ce qui me choque, c'est que plus on avance, tu vois, on bouffe vraiment du kilomètre et je me retourne à chaque fois et le hangar il est toujours là au fond, bien noir, bien ancré dans le décor. Et je me dis, mais c'est fou, à l'aller, on l'a vu vraiment sur les 200 derniers mètres. Si on l'avait vu dès le début, on aurait eu un objectif et une motivation pour avancer, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a rendu l'aller si difficile et le retour, du coup, plus facile, entre guillemets. Bon les gars, la marche interminable pour rentrer, mais là on est beaucoup plus rapide qu'à l'aller. On a même 2 heures d'avance, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer ici. On est tombé par hasard sur cette structure, on sait pas si c'est un ancien bunker ou autre chose. Donc là on va temporiser et peut-être taper même le petit sommeil, histoire de gratter un peu de temps avant de rejoindre à 7h30 l'exfiltration. Je suis déphasé. Je sais pas quel jour on est, quelle heure on est. Je dors quand il peut dormir. Je marche quand il faut marcher. Je marche quand il faut dormir, ça c'est très bon ça. Je me réveille mais frigorifié, Ouais, genre les pieds gelés, les mains gelées, je commence à trembler, je suis en mode... Là il faut bouger. L'erreur. Il faut que le corps il bouge. On a quand même mis pas mal de temps de marche à se réchauffer. Mais c'est vrai que dès que t'es dans l'effort, c'est bon. Encore une fois, le besoin d'avancer vite a fait qu'on n'a pas pu tout filmer depuis la sieste jusqu'au lever du jour. On a avalé les kilomètres comme Jaja. Ok les gars, c'est les 400 derniers mètres, le moment de vérité. Est-ce que notre chauffeur sera au rendez-vous, sera à l'heure? S'il sera là tout court? Avoir fait tout ça pour être bloqué dans les steppes kazakhs au milieu de nulle part, ça ferait mal aux fesses. Donc on croise les doigts, on prie pour qu'il soit là. On avance et là on voit une voiture sur la même route qui s'arrête. Elle s'arrête en fait, il y a un mec qui s'arrête ici, la voiture semble similaire, ça peut que être notre chauffeur. Ah, c'est peut-être lui. Putain, si c'est lui. Et c'est lui. 4x4 blanc. Let's go. Go, go, go. On se casse vite pour l'exfiltration. Let's go. On court, je me rappelle. En plus, c'est la fin du truc, c'est l'extase. C'est le second souffle, quoi. Imagine un seul instant, c'est pas lui. Et on s'est tout seul jeté dans la gueule du loup. Non mais, le hasard serait trop grand. On se lève au-dessus de la butte. Et là, on voit le Land Cruiser. Mais si, c'est le frérot de la dernière fois. Le maître des steppes était là. Notre PNJ qui nous a aidés, qui a guidé notre chauffeur, il était encore là. Pour moi, c'est irréel. Puis déjà, ça veut dire que la marche, c'est fini. C'est clair. Là, t'es en mode, ok, ma mission, elle s'achève là. Et là, ouah, la pression qui redescend. Tu sais, il faut mettre le sac, je suis en mode, ah, c'est bon, c'est fini, tu sais. 7h19 dans le 4x4. On l'a fait, les gars. Franchement, j'ai pas les mots. C'est que toutes les étoiles s'alignent pour que tout marche. C'est un hasard, une coïncidence. Je sais pas comment on fait ces trucs-là.
C'est incroyable. Et la mission s'achève ici. Une des expériences les plus intenses de notre vie, c'était un souvenir incroyable des paysages, des points de vue, des découvertes absolument fous. Et je suis vraiment profondément heureux, tu vois, que cette quête finale de l'exploration ait eu ce goût de l'effort tel. Ça, tu vois, t'es content. Parce que si c'est offert, ça casse le truc. Là, mec, on a galéré jusqu'au bout. Et je pense que vraiment, cette exploration, cette aventure, même la vie en général, c'est dans notre top 3 ever de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Top 1, hein. Et top 3, et c'est pas la 3e position. Hitting that stuff, did you hear that sound?